Le monde d'Adam Harrison s'est effondré lorsque trahison et scandale ont détruit le prêteur sur gage autrefois florissant. Ce qui était autrefois un fier empire familial est devenu un champ de bataille de poursuites judiciaires, de cupidité et de confiance brisée. Après la mort de Richard Oldman Harrison en 2018, l'unité de la famille s'est désintégrée. D'âpres batailles juridiques éclatèrent, révélant des trahisons cachées et des rancunes profondément ancrées. Les rêves d'Adam de perpétuer l'héritage de son père furent anéantis, non par le destin, mais par ceux en qui il avait le plus confiance. Aujourd'hui, toute l'histoire des chagrins, des tromperies et des trahisons choquantes qui ont conduit à la chute du plus célèbre empire de Pawn Stars est enfin révélée. Avant les caméras, avant la célébrité, le prêteur sur gage d'or et d'argent n'était qu'un modeste commerce de Las Vegas, un endroit où l'on mettait en gage ses objets de valeur pour gagner rapidement de l'argent. Puis, en 2009, tout a changé. Pawn Stars a explosé à la télévision, faisant de ce magasin un phénomène international. Mais en coulisses, la jalousie, la cupidité et d'âpres querelles couvaient, préparant le terrain pour une chute inimaginable. Restez connectés, car voici l'ascension et la chute de Pawn Stars comme vous ne l'avez jamais entendu. Rick Harrison, le créateur de la série, est devenu célèbre presque du jour au lendemain. Il avait le don de dénicher des trésors et de raconter des histoires captivantes. Certains disent que rien ne sonne mieux que le vinyle. La célébrité fut grande au début, attirant des clients, augmentant les ventes et rendant la famille Harrison célèbre. Mais la célébrité a un prix. En coulisses, tout était loin d'être parfait. Mais ce que personne n'a vu était ce que les caméras n'ont jamais montré. L'accord conclu dans l'arrière-boutique, tard dans la nuit, allait hanter Rick et sa famille pendant des années. L'âme du cliché était Richard Oldman Harrison, le père de Rick. Il était strict mais juste, le genre d'homme qui se faisait respecter sans trop parler. Il travaillait dans le prêt sur gage depuis des décennies et connaissait son métier. Les clients lui faisaient confiance et les fans adoraient son humour pince sans rire et son attitude de noon. Mais lorsque le vieil homme est décédé en 2018 à l'âge de 77 ans, tout a basculé. Sa perte n'a pas seulement été une perte personnelle pour la famille. Sans sa main ferme, la famille et l'entreprise ont commencé à se désagréger. Rick a pris les choses en main. Mais la dynamique familiale a changé et les tensions accumulées depuis des années ont refait surface. L'un des plus gros problèmes concernait Joanne, la mère de Rick. Au début des années 2000, Joanne était très malade et hospitalisée. Pendant sa convalescence, Rick l'a convaincue de céder ses 50% de parts du magasin. Elle a confié plus tard qu'elle n'avait pas bien compris ce qu'elle acceptait, mais que là n'était pas la question. J'aurais dû me douter qu'avec un type comme Steve Carell, il saisirait la moindre occasion de s'en prendre à moi, mais rien n'aurait pu me préparer à la tempête qui a suivi. À la mort de Richard, Joanne s'attendait à hériter de ses 49% de parts, persuadée d'obtenir enfin ce qui lui revenait de droit. Mais les choses prirent une tournure sombre et inattendue. Se sentant trahie, Joanne poursuivit Rick en justice, l'accusant de mauvaise gestion et de rétention d'argent qui lui appartenait légalement. Elle ne s'arrêta pas là. Elle affirmait également que Rick avait exploité sa vulnérabilité pendant des années, transformant une querelle familiale en véritable guerre juridique. La bataille judiciaire n'était pas seulement brutale, elle était publique, odieuse et humiliante. Le nom de la famille fut traîné dans la boue, ternissant tout ce qu'elle avait construit. Alors que les tensions montaient, Joanne demanda même une ordonnance restrictive, aggravant le drame à un niveau inimaginable. Ce qui avait commencé comme une dispute d'héritage se transforma rapidement en une trahison choquante. Des relations brisées et un scandale qui ébranla la famille jusqu'au plus profond d'elle-même. Joanne poursuivait Rick en justice parce qu'elle ne voulait pas qu'il vende les biens familiaux où cache l'argent qu'elle pensait lui revenir de droit. Des documents judiciaires ont montré que Rick lui versait une allocation régulière, prélevée sur les bénéfices du magasin, mais que cette allocation avait cessé en 2020. L'état de santé de Joanne s'était également dégradé et elle avait besoin de soins coûteux 24/7/24. La demande d'ordonnance restrictive demandait à Rick de rétablir son allocation et de cesser toute transaction financière sans son autorisation. Même si Rick niait toutes les accusations et affirmait que sa mère était instrumentalisée par d'autres à leur profit, le mal était déjà fait et la réputation de la famille en prenait un coup.
Pendant que Rick gérait les conséquences du procès intenté par sa mère, d'autres scandales se préparaient. En 2016, Austin Chumley Russell, l'adorable gaffeur de la série, s'est attiré de sérieux ennuis lorsque la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. Les enquêteurs ont découvert de nombreux produits illégaux, dont de la méthamphétamine. Chumley a plaidé coupable d'un délit de port d'armes et d'un délit de drogue. Il a évité la prison en acceptant une mise à l'épreuve et une thérapie. Mais ses problèmes juridiques ont jeté une ombre sur l'émission. Les fans qui avaient ri de ses facéties à l'écran voyaient désormais une autre facette de lui. Et elle n'était pas belle à voir. Le fils de Rick, Corey Biggos Harrison, avait lui aussi des problèmes. Corey avait toujours été ambitieux et désireux de montrer qu'il représentait l'avenir du prêteur sur gage. Mais sa vie personnelle était un désastre. Il donnait des cartes. Il gravait des petits détails sur des cartes et les signait. Celle-ci est même datée de janvier 1900. Lors d'un incident embarrassant, Corey a été expulsé d'un bar pour avoir uriné en public et jeté un tabouret. Il s'est ensuite excusé, mais l'histoire a fait le buzz. Puis il y a eu le fiasco du camping-car. Corey avait loué un camping-car pour des vacances dans le désert, mais à son retour, il était en très mauvais état. Le propriétaire a déclaré qu'il était saccagé et gravement endommagé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'équipe de Corey a invoqué des problèmes mécaniques. Mais l'incident n'a pas été un succès. Corey avait aussi des problèmes de santé. Son poids avait atteint des niveaux dangereux. Et il a dû subir un pontage gastrique en 2010. L'opération lui a permis de perdre plus de 45 kg. Mais il a eu du mal à maintenir ce poids. Le stress lié à la célébrité, aux drames familiaux et à la gestion de la boutique l'a accablé. Et malgré ses efforts pour renverser la situation, Corey a souvent fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. L'émission elle-même n'a pas échappé à la controverse, ce que les fans ont adoré. Certains experts venus évaluer des objets rares et insolites ont eu leurs propres problèmes. Par exemple, Johnny Jimenez Jr., expert en jouets, a été accusé de violence conjugale et Drew Max, expert en souvenirs sportifs, a été accusé d'avoir authentifié des faux articles vendus aux enchères. Ces scandales ont semé le doute sur la crédibilité de l'émission. Les estimations étaient-elles authentiques? Ou s'agissait-il d'une simple façade? Dans un cas embarrassant, un expert a confondu un autographe sur un scénario du parrain. La signature était censée être celle d'Al Pacino, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre autographe. Des erreurs comme celle-ci ont terni la réputation de la série au fil des ans. Au fil des ans, Pawn Stars a commencé à évoluer. Les premières saisons étaient intéressantes, car elles se concentraient sur l'histoire et les anecdotes des objets introduits dans la boutique. Mais à mesure que l'émission gagnait en popularité, elle devenait de plus en plus dramatique. Il a été rapporté que de nombreuses interactions étaient mises en scène. Comment appelleriez-vous votre lutteur? Les vendeurs de Guo étaient présélectionnés. Les objets étaient évalués à l'avance, et même les disputes familiales semblaient scénarisées. Les fans qui s'attendaient à une expérience authentique de prêteur sur gage ont commencé à se sentir déçus. La série était toujours divertissante, mais elle avait perdu son côté imprévisible qui la rendait si spéciale. Au milieu de ce chaos, les acteurs ont été frappés par une nouvelle vague de scandales. Olivia Black, ancienne employée de magasin devenue célèbre pour son style audacieux et sa personnalité pleine de vie, a été licenciée lorsque des photos d'elle nue ont été rendues publiques. Ce licenciement a suscité la colère des fans, qui ont trouvé cette décision injuste et violente. Olivia a porté plainte contre l'émission, mais a finalement abandonné les poursuites. Elle a ensuite travaillé comme mannequin et dans le divertissement pour adultes, mais l'incident a laissé un goût amer à de nombreux spectateurs. Le magasin lui-même a également connu des problèmes juridiques. Un homme a même accusé le prêteur sur gage d'or et d'argent d'avoir fait fondre une collection de pièces volées valant des dizaines de milliers de dollars. Le magasin a nié tout acte répréhensible, affirmant que les pièces avaient été perdues. Les articles auraient pu être vendus ou fondus avant le signalement du vol. Mais cet incident a aggravé la liste des problèmes qui pèsent sur l'entreprise. Tout a commencé dans une petite boutique, bien avant que quiconque puisse imaginer ce que cela deviendrait. Célébrité, fanatisme et vols à gros enjeux. La scène de Pawn Stars avec Steve Carell commence de manière assez normale. Mais les choses tournent vite au vinaigre, dans le bon sens du terme.
La boutique de Las Vegas a vu passer de nombreuses célébrités. Mais lorsqu'un homme ressemblant à s'y méprendre à la star du film Things débarque, une drôle de situation se produit au travail. Quelqu'un qui ressemble et se comporte comme Carell affirme ne pas être Carell. Rick ne peut s'empêcher de lui poser la question. Et le malentendu se révèle hilarant. Le sosie de Carell a un sens de l'humour remarquable qui divertit Rick et son équipe. Le clou de la visite est l'intérêt que lui porte celui qui pourrait bien être. Le jumeau de Carell pour un couteau de scaphandrier de la Seconde Guerre mondiale. Rick lui présente aussitôt la pièce et le jeune homme plaisante aussitôt sur ses vertus. Couteau, décapsuleur, tire-bouchon et matraque. Tout cela à la fois. Les blagues s'enchaînent naturellement, créant une scène digne d'une sitcom. Dans le plus pur style de Pawn Star, une négociation de prix s'ensuit. Rick suggère que le couteau vaut $2,500 et le faux Carell propose la somme exorbitante de $40. Rick joue le jeu et la négociation tourne davantage à la comédie qu'à une transaction sérieuse. Finalement, le couteau reste entre les mains de Mick Foley, la légende du catch, qui entre dans la boutique avec des souvenirs vintage. Rick et Chumlee sont ravis de les voir, surtout lorsqu'ils apprennent que Foley lui-même les a dédicacés. Chumlee, un véritable fan de catch, commence à parler des différents personnages de Foley, comme Cactus Jack et Mankind, lorsque Rick demande combien ils valent. Le vendeur suggère $500 pour les deux. Rick n'achètera pas les articles tant qu'il ne sera pas certain que les signatures sont authentiques. Comme d'habitude, Foley est joueur et attend que Chumlee appelle un ami qui s'y connaît en objet de catch de collection. À la surprise générale, Foley accepte d'examiner les articles lui-même et confirme que le masque et le t-shirt sont authentiques, expliquant le caractère limité des t-shirts Dude Love en raison de leur coût de fabrication. Il tente de conclure l'affaire pour $200, mais le vendeur décide de garder les articles. Je vais jouer le jeu. Environ $500. $500. $300. C'est le deal pour un autre épisode. Stan Lee, le célèbre dessinateur de BD, fait une brève apparition. Un client apporte une bande dessinée originale de Spider-Man des années 1970, signée par Stan Lee et le dessinateur John Romita. La bande comporte une scène avec Mary Jane et Spider-Man, un peu osée pour l'époque. Mary Jane est dans une baignoire et invite Spidey. Rick sait que cette pièce a de la valeur. Le prix de 10 de l'air proposé par le vendeur semble élevé. Chumlee, voulant impressionner Rick, suggère donc d'apporter la bande dessinée à la station Marvel Avengers à Las Vegas pour la faire authentifier. Là, Chumlee rencontre un expert qui confirme l'authenticité des signatures. Le vendeur tente de s'en tenir à 10 mais Rick, toujours aussi négociateur, contre-attaque avec $3,500 après quelques échanges. Ils s'entendent sur $50. Chumlee rayonnant de fierté d'avoir négocié l'affaire. La rencontre avec Stan Lee a sans aucun doute été le meilleur moment de cet épisode. Dana White, président de l'Ultimate Fighting Championship, fait une apparition remarquée dans l'épisode 17 de la saison 15. Il cherche une épée unique à ajouter à sa collection grandissante. Chumlee et Corey lui en montrent quelques-unes. Mais c'est une épée de samouraï restaurée du 15e siècle qui attire son attention. Rick lui raconte l'histoire de cette épée, notamment son utilisation par une famille de samouraïs et le coût élevé de sa restauration au Japon. Dana, toujours prête à en découdre, propose $28. Mais Rick ne cède pas. Après des négociations tendues, Dana accepte $35. Mais il n'en a pas fini. Voyant d'autres sabres dans la boutique, Dana propose $30 supplémentaires pour le lot complet. Chumlee et Corey sont ravis de cette belle vente et commencent à emballer les sabres. Rick, quant à lui, est mécontent d'apprendre qu'ils ont vendu le sabre de samouraï qu'il leur avait interdit de vendre. Au final, Dana repart avec 69-0, et il ne peut que hocher la tête face à cette manne inattendue. Dans l'une des premières saisons, Chumlee rencontre le célèbre mais solitaire musicien Bob Dylan. Tout commence lorsqu'un client apporte un exemplaire de l'album d'autoportrait de Dylan pour tenter de le vendre. Rick offre $50, soulignant que l'album est en mauvais état, mais qu'il pense qu'il vaudrait bien plus cher s'il parvenait à le faire dédicacer par Dylan. Chumlee est alors envoyé à la recherche de Dylan, qui est en ville pour un concert, et contre toute attente. Il le retrouve et le fait dédicacer par Dylan. Il rapporte ensuite fièrement l'exemplaire signé au magasin. Dylan a offert l'album à Rick,
Mais au lieu de simplement signer, il a ajouté un message à Chumlee, ce qui a réduit sa valeur. Rick n'était pas ravi. Mais Chumlee était ravi d'avoir rencontré l'un de ses héros. Pawn Stars excelle à mélanger humour, histoire et apparition de célébrités pour captiver l'attention du public. Qu'il s'agisse de lutteurs célèbres, de personnages de bandes dessinées ou de musiciens timides, la série s'est transformée de simples transactions chez un prêteur sur gage en moments inoubliables. Le sosie de Steve Carell a peut-être acheté le couteau de plongée, mais sa visite a fait rire tout le monde. Et même si le couteau n'a pas été vendu, c'était l'un de ces moments mémorables qui rendent la série si spéciale. On peut en dire autant de l'apparition de Mick Foley. Le vendeur est peut-être reparti avec ses souvenirs dédicacés, mais les fans de Catch ont pu découvrir un segment humoristique avec l'une de leurs superstars préférées. L'épisode avec Stan Lee se distingue par son mélange de comics et d'histoire, caractéristique de Pawn Stars. La signature de Stan Lee sur la bande dessinée Spider-Man a considérablement accru la valeur de l'œuvre. L'enthousiasme de Chumlee à l'idée de rencontrer Lee a clairement démontré que rencontrer une légende comme Stan Lee reste un événement important, même après des années passées au magasin. La visite de Dana White a été un autre moment fort, non seulement en raison de l'énorme somme d'argent en jeu, mais aussi parce qu'elle a montré comment le magasin traite avec les acheteurs haut de gamme. Vendre un sabre de samouraï 35-0, puis ajouter 30 $ pour les autres sabres. Ce n'est pas rien. Il avait l'habitude de les distribuer. Il gravait des petits détails sur une carte et la signait. Celle-ci est même datée de janvier 1900, ce qui est plutôt cool. La réaction de Rick en apprenant la vente a rendu un épisode déjà passionnant encore plus drôle. La quête de Chumlee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe est un parfait exemple de la façon dont la série mêle humour et histoire. Même si l'album dédicacé n'avait pas la valeur espérée par Rick, c'était une histoire amusante qui démontrait la détermination de Chumlee. L'une de ces choses étranges qui n'arrivent que dans Pawn Stars fut la décision de Rick de demander à l'homme s'il était vraiment Steve Carell, ce qui a donné lieu à un échange hilarant qui a captivé les téléspectateurs. Le fait que l'homme ait plaisanté en s'achetant un couteau de plongée Duacher a rendu la situation encore plus drôle. La visite de Mick Foley à la boutique a été un véritable plaisir pour les fans de Catch, qui ont pu voir Chumlee s'enthousiasmer pour les souvenirs de Foley et entendre ce dernier parler de sa personnalité de catcher. Le passage était intéressant et le fait que Foley ait personnellement vérifié l'authenticité de l'objet a renforcé leur crédibilité. L'apparition de Stan Lee dans l'émission était un événement marquant, et un client apportant une bande dessinée Spider-Man signée par Lee et Ramita était encore plus inhabituel. Ce segment a montré l'expertise de la boutique en matière d'objets, de collections de grande valeur, et le soin apporté à garantir l'authenticité des articles. La rencontre avec Stan Lee a été la cerise sur le gâteau pour Chumlee, qui a eu du mal à contenir son enthousiasme. Le sabre de samouraï acheté par Dana White a été l'une des ventes les plus importantes de l'histoire de la série. Les négociations ont été tendues, mais divertissantes. Dana a insisté pour obtenir un meilleur prix et Rick a tenu bon. Dana a finalement acheté plusieurs sabres pour un total de 69 $, ce qui en fait l'un des épisodes les plus mémorables. La quête de Chumlee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe était à la fois drôle et impressionnante. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver Dylan et lui faire signer l'album, le message personnalisé de Dylan n'a peut-être pas augmenté la valeur de l'album. Mais il a donné à Chumlee une histoire à raconter pour les années à venir. Voici des histoires de transactions qui ne se sont pas déroulées comme prévu, de paris coûteux et de contrefaçons. Rick et son équipe du prêteur sur gage sont peut-être des vétérans, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas été victimes de mauvaises affaires à plusieurs reprises. 14 années d'expérience et de nombreuses leçons coûteuses n'ont pas empêché l'équipe de se faire avoir. D'abord, quelqu'un est arrivé avec un livre soi-disant signé par le créateur de chaussures Joe Jackson. La signature de Jackson est le Saint Graal des collectionneurs de baseball. Mais il ne savait pas écrire, si bien que la plupart des objets signés qui lui étaient attribués étaient en réalité signés par sa femme. Mais le prêteur sur gage expérimenté a cru voir quelque chose de rare et a décidé que ça valait le coup de tenter le coup, même si c'était risqué. Après quelques échanges, le gérant du magasin a décidé de payer plus de 113 $. Oui,
$13 pour ce qu'il pensait être un véritable autographe de Joe sans chaussures. Mais lorsque l'acheteur est reparti avec son argent, le patron a pensé qu'il valait mieux faire appel à un véritable expert. Malheureusement, la signature n'était pas authentique. Il avait donc misé gros et perdu, ce qui n'était pas vraiment un coup de circuit. Puis il y a eu l'incident du maillot d'échauffement de Kobe Bryant. Quelqu'un avait apporté ce qu'il avait dit être un maillot de Kobe utilisé lors d'un match de la finale de 2010. Elle portait le numéro de Kobe et tous les patchs nécessaires. Et elle était signée. Le vendeur en demandait $25, ce qui a impressionné le personnel. Star de télé-réalité, dotée d'un sens aigu des affaires, elle a grandi dans le chaos clinquant de Las Vegas. Cet artiste a probablement acquis son talent pour le marchandage simplement en vivant dans un endroit où les arnaqueurs sont monnaie courante. Son père était disc jockey et sa mère travaillait dans un casino. Deux métiers qui évoquent Las Vegas plus fort qu'une enseigne lumineuse. Dès son plus jeune âge, la star de la télévision a appris à négocier et à marchander. Il n'est pas devenu célèbre du jour au lendemain. Il y a travaillé bien avant que les caméras ne tournent. Tournez. Louis et Corey Harrison, le fils de Rick Harrison, le patron du prêteur sur gage, ont grandi en fréquentant la boutique qui allait un jour les rendre célèbres. La boutique a été ouverte en 1989 par Rick et son père Richard, que tout le monde appelait le vieil homme, et est devenu leur lieu de prédilection. Adolescent. Le futur homme d'affaires aidait déjà le prêteur sur gage depuis environ 5 ans, s'occupant notamment du ménage et des courses, tout en découvrant le fonctionnement de l'entreprise. Il n'était pas certain que l'humour se retrouverait dans l'émission de télé-réalité. Au moins 10 autres employés auraient pu faire de même. Mais il avait un avantage grâce à son amitié étroite avec Corey et à leur entente naturelle devant la caméra. Un membre d'équipe décontracté ne cherchait pas à faire le spectacle. Il pensait que le meilleur moyen de se démarquer était d'être lui-même. Son côté décontracté et décalé a attiré l'attention des producteurs. Et il est rapidement devenu un pilier de l'émission. Lors de sa première diffusion sur History Channel en 2009, Pawn Stars a rencontré un franc succès. L'ours a environ 50 ans, alors j'espère qu'il vaut un peu d'argent. J'espère te rapporter environ $200. Soudain, la vie était pleine de gloire, d'argent et d'opportunités incroyables. Mais ne vous laissez pas tromper par son allure décontractée. L'homme d'affaires travaillait dur en coulisses. Il créait sa propre ligne d'articles insolites, comme des t-shirts, des figurines à tête branlante et d'autres objets qui se vendaient comme des petits pains. Rick Harrison, homme d'affaires avisé depuis toujours, a racheté la moitié de son entreprise en 2010 pour la coquette somme de $155. Cette acquisition lui a permis de gérer plus facilement le flot de commandes des fans. Cet homme d'affaires avisé ne cherchait pas seulement à vendre des produits rigolos à son effigie. En 2017, il avait des projets plus ambitieux. Il a ouvert une confiserie sur le boulevard, juste en face du prêteur sur gage. Une décision judicieuse, car les touristes qui affluaient pouvaient simplement traverser la rue pour se sucrer le bec. Son frère sage l'a aidé à gérer la boutique, et l'entreprise a décollé. Mais ouvrir une confiserie ne s'est pas fait sans difficulté. Il ne pouvait pas céder à la forte demande des squatteurs pour les noms de domaine. Il a donc dû trouver un nouveau plan. Son parcours santé a également connu des hauts et des bas. À un moment donné, il a perdu plus de 45 kilos en supprimant la malbouffe et en suivant un régime strict. Mais maintenir ce poids n'a pas été facile. En 2016, il avait repris environ 22 kilos et son poids a continué à fluctuer jusqu'en 2021, date à laquelle il a finalement décidé de subir une sleeve gastrectomie. Après cela, il a réussi à maintenir son poids à 86 kilos, malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle. Cet escroc s'est occupé. Il est devenu disc jockey et a même suivi une véritable formation pour apprendre les ficelles du métier. Son premier concert a fait la une des journaux grâce à la demande d'un écrivain pour des biscuits Girl Scout et une compagnie intéressante. Il a également envisagé de devenir découvreur de talent pour des musiciens locaux à Las Vegas. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi brillantes. Début 2016. La police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Au cours de l'enquête, une réserve de drogue et tout un arsenal d'armes ont été découverts. Dans le reportage Affaires conclues, il a été accusé de 19 infractions liées à la drogue et d'une infraction liée aux armes.
Le scandale a considérablement terni sa réputation, mais il a pu se redresser en plaidant coupable plus tard dans l'année, acceptant 3 ans de probation et une peine de prison pour un délit grave. Les autres chefs d'accusation furent plus tard réduits à des délits. Même si la controverse ternit sa réputation, elle ne mit pas fin à sa carrière. L'entrepreneur poursuivit ses activités, sa confiserie prospéra et il tenta d'autres projets. L'un de ses projets les plus insolites a été la création d'un jeu vidéo inspiré de Chum's Adventure, The Quest for Pinky, destiné aux anciennes consoles Nintendo. Il a également un faible pour les voitures et, au fil des ans, il a constitué une impressionnante collection comprenant une Maserati et une Rolls-Royce Phantom. Ce ne sont pas de simples jouets, mais des témoignages du chemin parcouru depuis son travail chez un prêteur sur gage. Par-dessus tout, l'artiste a un faible pour les œuvres caritatives. En 2014, il a contribué à collecter des fonds pour la recherche sur l'autisme grâce à un événement appelé Anti-Up for Autism. Il est clair que même s'il aime gagner de l'argent, il n'a pas peur de donner en retour quand cela compte. Bien sûr, sa vie personnelle a également été pleine de hauts et de bas. Il a rencontré Olivia Rodin en 2013 et ils étaient fiancés en 2018. Les membres du casting ont pu rencontrer leurs fans. Mais la célébrité a aussi apporté son lot de problèmes. Au fil des ans, quelques controverses et difficultés personnelles ont fait de la une des journaux. Chumley, en particulier, a connu des problèmes juridiques qui ont attiré une attention indésirable sur la série. Mais il a réussi à passer à autre chose et la série a continué à fonctionner sans accroc. La capacité des acteurs à rester professionnels et à maintenir la série malgré leurs problèmes personnels témoignait de leur dévouement. La boutique elle-même a évolué au fil du temps. D'abord une petite entreprise. Elle a pris de l'ampleur grâce à l'ajout de vitrines et à l'embauche de personnel pour gérer l'augmentation de l'activité. Le magasin a évolué pour gérer non seulement la mise en gage et la vente, mais aussi les exigences d'un poste de télévision. Au fil des ans, Pawn Stars a inspiré plusieurs émissions dérivées, comme American Restoration et Counting Cars, a fait appel à des experts déjà présents dans Pawn Stars, a capturé la magie du Pawn Stars original et est devenue l'émission de télé-réalité la plus populaire. Malgré les succès et les échecs des autres séries, Pawn Stars a conservé son succès grâce à son mélange d'histoire, d'humour et de marchandage. La série a su rester innovante en ajoutant constamment de nouveaux éléments et en mettant l'accent sur les personnages que les fans avaient appris à apprécier. Au fil des saisons, la série a commencé à s'imposer comme un phénomène culturel et ses acteurs sont devenus des célébrités à part entière. Malgré leur célébrité, ils ont gardé les pieds sur terre, ont continué à gérer la boutique et à filmer de nouveaux épisodes. Ce qui a fait le succès de Pawn Stars, c'est son côté réaliste. Même s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité, elle n'a jamais semblé trop scénarisée ou artificielle. Les interactions entre les acteurs semblaient réelles et les objets proposés étaient de véritables pièces d'histoire. Ce réalisme a touché les téléspectateurs, permettant à Pawn Stars de se démarquer dans un milieu de télé-réalité surchargé depuis des années. Mais une question demeure. Est-ce que le réalisme ou le montage soigné qui a captivé les spectateurs? Aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner.